quand vous m'avez proposé de venir, et quand vous m'avez envoyé le programme, je me suis rendu compte que chacun présentait des travaux en cours, et je me suis dit, je vais peut-être vous parler d'un chantier en cours, un chantier d'écriture qui est en cours depuis assez longtemps, une dizaine d'années, et qui est un peu un chantier qui va retraverser toutes les lectures qui ont été faites pour l'écriture des différents livres que j'ai publiés jusqu'à présent. Et voilà, en deux mots, je vous parlerai du projet. Depuis longtemps, je me suis interrogé sur ce que peuvent apporter les livres dans certaines situations extrêmes, et sur ce silence, ou ce mutisme, ou ce tarissement de certains livres dans les situations extrêmes, et de m'interroger aussi sur ceux qui tiennent le coup, sur ceux qui résistent. Et donc, c'est vraiment un questionnement qui m'a accompagné depuis mon premier livre. Là, je vais vous lire un petit passage du premier livre en introduction. Et ce texte auquel je pense s'accompagne de la relation assez privilégiée que j'ai eue avec mon éditeur, qui était JB Pontalis, et qui m'a accueilli à la fois quand je lui ai envoyé mon premier manuscrit il y a très très longtemps, qui n'était pas celui du premier livre, et qui m'a accompagné à la fois comme vétéran de maladie et comme jeune auteur, et que j'ai un peu accompagné moi-même à la fin de sa vie, ce qui fait que notre relation était étrangement une sorte de cycle où nos premières conversations ont été autour de l'expérience de la chimio, et nos dernières conversations ont été aussi autour de l'expérience de la chimio, si ce n'est c'était lui qui était désormais dans ce voyage. Voilà. Donc je vais vous lire une page de Dans la vallée des larmes, et vous proposer quelques pistes de réflexion. Alors, vous savez, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, ce sera un écrit peut-être récit autobiographique, essai. Donc il y a des parties un peu intimes, un peu narcissiques, on peut dire, dont je me défais peu à peu dans l'écriture, mais qui sont nécessaires dans la phase de recherche. Donc je vous les propose presque brutes, pas tout à fait, mais presque brutes. Donc on en discutera, j'espère, après. Voilà, je vous lis le début de Dans la vallée des larmes, ce passage sur les auteurs. Je gardais à portée de main quelques auteurs devenus mes compagnons dans cette dérive intérieure. La sidération passée, les traitements débutés, je m'étais mis à lire beaucoup, suivant un fil que je ne discernais pas bien, des récits de voyage extrêmes surtout. Je n'explorais pas de terres périlleuses et n'affrontais pas d'inconcevables conditions climatiques. Je n'étais ni persécuté, ni humilié, ni contraint pour survivre d'agir contre ce qui faisait de moi un être moral. J'étais seulement malade. Je cherchais de l'aide dans ces voix qui décrivent des tempêtes et ont connu de très vastes souffrances, attentif à leur écho en moi, pour comprendre la particularité de ce qui m'arrivait et pour en sortir. C'est ainsi que j'avais relu les livres de Primo Levi. Il me semblait entendre la voix de cet homme pour la première fois. On sait qu'en enfer s'enchevêtrent de multiples cercles, où chacun reste seul pour soi, le plus souvent même contre soi. Cette maladie m'avait projeté dans un de ces cercles. Les valeurs craquent devant ce continu resserrement qui étrangle à force de vouloir survivre. Les mois pénibles de chimiothérapie me le démontraient. Depuis des années, j'avais fait mon métier de soigner. Or, je n'avais plus la même attention pour ceux qui souffraient autour de moi, pour Benjamin non plus, et cette sécheresse ne me donnait aucun remords, aucun sentiment de culpabilité. J'avais beau chercher ce que j'étais encore peu de temps avant, je ne retrouvais qu'un espace désert, une conscience soufflée. Plus que tout autre, Primo Levi me faisait comprendre que je ne traversais là que les méandres d'un aspect du mal. Au-delà des circonstances et des particularités de la déréliction dans les camps, il me tendait la main et m'invitait non pas à chercher du fond de mon dénuement d'illusoires repères qui me feraient souffrir plus qu'ils ne m'aideraient,
mais à replacer mon destin dans la cohorte infinie des vies bousculées, c'est-à-dire à prendre réellement conscience de mon humanité. Certes, on essayait de me guérir et pas de m'anéantir, mais la violence de cette maladie et de ses traitements, l'abandon intérieur que les médecins ne savaient pas consoler, me donnait à vivre une expérience dont je ne reviendrai peut-être pas et que je savais exceptionnelle. Je m'étonne d'avoir enregistré tant de gestes, de regards, de silences. Je voyais l'hôpital si familier et la vie même comme je ne les avais jamais vus. Je voyais cette moitié invisible aux gens en bonne santé. Je crois qu'on ne se remet pas d'avoir vu la moitié invisible aux gens en bonne santé. Et donc j'aimerais évoquer quelques-uns des changements qu'a impliqué le fait de m'être cru, ne serait-ce pendant quelques jours, condamné à mort. Il est difficile de parler de moi en taisant que je suis médecin. Puis de toute façon, tout le monde vous le rappelle, dès que vous intervenez en public ou dans les avions, comme ça arrive parfois quand on demande un médecin dans l'avion. C'est arrivé plusieurs fois. Il est difficile de taire cette question. Qu'est-ce qu'avoir été malade change à la pratique médicale pour un médecin? Je ne répondrai pas de façon générale, bien entendu. Je veux seulement vous proposer quelques réflexions tirées de ce parcours personnel. Parce qu'on n'est peut-être pas d'abord un médecin, mais d'abord un être humain. Et je partirai de ce paradoxe apparent, pour ce qui me concerne. Avoir été malade m'a donné un désir plus fort encore de soigner, mais avoir été malade m'a fait décider de cesser d'exercer ma pratique médicale. Qu'est-ce qui a hurlé quand j'ai été malade et que j'ai dû penser à l'après? Je me souviens, je ne voulais pas revenir à l'hôpital, je ne voulais pas reprendre mon travail, je ne voulais plus vivre comme avant. Mais qu'est-ce que je ne voulais pas? Soigner, écouter, soigner ou écouter comme je le faisais? Ou bien était-ce une pression, une contrainte dont je ne voulais plus et qui n'avait pas à voir avec le soin lui-même, mais avec la manière dont il me paraissait limité dans ou par les institutions, dans ou par ma pratique. Pourtant, j'ai finalement repris mon travail. Après avoir imaginé toutes sortes d'échappatoires, je me suis vu libraire, boulanger, vendeur dans un cash express. J'ai même fait une journée dans un cash express pour voir ce que c'était. Répétiteur de français, enfin j'en passe, plein d'idées, d'échappatoires. Mais dès mon retour à l'hôpital, quelque chose m'a effectivement saisi et m'est devenu peu à peu insupportable. En psychiatrie, peut-être particulièrement, je suis psychiatre, quand un certain type de rationalisation envahit tout, alors quelque chose de l'exercice devient de plus en plus menacé, quelque chose de fragile, de discret, et peut-être une sorte d'attention à ce qui se tait. J'ai commencé à me scandaliser de plus en plus souvent, à être blessé anormalement au regard de la réaction des autres, par un certain manque de délicatesse, d'attention, par mon propre manque parfois. Je me scandalisais, et peut-être trop, d'une certaine anonymisation auquel conduit parfois la dimension industrielle de la médecine. Belle découverte, me direz-vous. Mais il se trouve que désormais, je ne pouvais plus le supporter. Donc j'ai changé le lieu de travail, ça s'est atténué, et puis la conscience du manque demeurait. En fait, une blessure était ravivée, dont je n'arrivais pas bien à discerner ce qu'elle était. Mais je me disais, si je ne peux plus me contenter des aspects extraordinairement positifs du soin moderne, il me faut donner quelque chose d'autre, quelque chose que la médecine ne me permet pas de donner. Mais quoi? Le savoir qui m'avait été offert par la maladie m'a certes transformé. Être médecin vous fait accéder à un savoir associé à un pouvoir et puis à une autorité, certaines formes d'autorité, mais cet autre savoir que donne l'expérience de la maladie, de l'annonce de mort plus particulièrement, donne-elle, plus qu'un savoir, semble-t-il, une autorité, peut-être d'une nature différente, qui relève de l'expérience subjective, une sorte de toucher à l'extrême de l'être, un rapport nouveau au tact, tel que le décrivait, je crois, Michel de Certeau, tact, ce toucher de l'invisible.
c'est ce savoir-ci, cette autorité-ci, qui ont eu tendance pour moi à se placer en parallèle, à égalité, parfois même au-dessus de ce savoir-pouvoir d'avant. Ce que je ne supportais plus, c'est que ce savoir-autorité que confère la maladie, j'avais rarement la place de l'accueillir quand elle venait des autres, dans mon exercice, alors que je savais par expérience que c'était elle qui pour moi avait le plus compté. Peut-être, en d'autres termes, je ne supportais plus peut-être cette inégalité souvent signifiée entre le médecin et le patient, et signifiée parfois si violemment qu'elle peut être ressentie comme une inégalité de conditions. Évidemment, dans la pratique quotidienne, voilà une attitude quelque peu subversive, assez mal vue, par soi-même d'ailleurs, plutôt déconsidérée par soi-même, voire estimée dangereuse par soi-même encore, et en tout cas dont on se méfie compulsivement au nom de la distance, la sacro-sainte distance thérapeutique. Et un étudiant en médecine un jour m'a dit, mais peut-être qu'être malade m'a posé ces questions, est-ce qu'être malade ne vous a pas fragilisé, blessé, et au fond rendu incapable d'exercer de nouveau? Je ne lui ai pas répondu, je lui ai dit que peut-être il avait raison, mais la fragilité et cette blessure m'avaient donné en tout cas un savoir qui m'aidait, pourtant, croyais-je, à comprendre les autres différemment et plus intimement. Et c'est cette compréhension nouvelle dont je sentais le manque à l'hôpital, compréhension pour laquelle je ne sentais pas de place, ou je n'arrivais pas à trouver une place dans mon exercice. Mais est-ce que cela appartenait à la médecine? Je ne sais pas. En tout cas, cela rejoignait ce qui était, je crois, à la racine de ma vocation. Tout ça est entre guillemets, et racine et vocation, un mot que j'emploie avec grande réserve tout de même. Être malade, c'est du moins le sens que je donne aujourd'hui à ce que j'ai traversé, m'a conduit au bout de ce que je cherchais confusément, peut-être en voulant être médecin, dire connaître l'homme jusqu'en ses recoins, ai-je longtemps pensé. En fait, peut-être, rejoindre l'incurable. Toutefois, cette maladie ne m'a pas révélé l'origine supposée de ma vocation. Depuis longtemps, j'avais construit un roman de ce qui m'a mené à la médecine. Une grand-mère nourricière, morte quand j'étais enfant et que j'avais accompagnée à ma manière. L'histoire donc d'un enfant endeuillé qui s'est réparé en consolant les autres. Un enfant devenu pansement pour sa mère, pour son grand-père. Je te guérirai quand je serai plus grand. Ai-je dit et répété enfant, m'a-t-on dit. La vocation de la médecine n'était-elle pas la mise en œuvre de ce désir un peu fou de sauver l'incurable ou de la culpabilité de n'y pas parvenir? C'est. Or, brusquement, tout en me faisant approcher ce que cet incurable de mon enfance avait éprouvé, la maladie accomplissait ma vocation telle que je l'avais comprise, peut-être celle d'un deuil soignant qui m'avait façonné. Une toute petite parenthèse sur le mot care, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, qui en anglais vient du vieil, enfin les racines étymologiques du care, en vieil anglais, en proto-germanique et en vieux saxon, signifie to be anxious, to grieve, to feel concern, to lament, to sorrow. Donc un lien entre care et deuil. Donc la maladie accomplissait ma vocation telle que je l'avais comprise, mais lui assignait des limites. Celle que j'avais moi-même ressentie, cet isolement qu'on éprouve au cœur de la maladie. Alors, je me suis mis à réinterroger mon engagement en médecine. En fait, je le faisais depuis des années, depuis que la littérature était entrée dans ma vie, avec l'écriture même. N'avais-je pas dit, en lisant les résultats du concours d'internat, maintenant je vais pouvoir enfin écrire. Mais cette fois, c'est avec urgence, violence, que je revenais à cette voie en moi toujours ouverte et pas encore accomplie. Que j'ai été en partie déterminé en devenant médecin, comme en voulant être écrivain, il n'y a pas de doute. Que j'ai été déterminé aussi en donnant à ces deux métiers, entre guillemets, une dimension sacerdotale, aucun doute non plus. Mais ces deux vocations, ici, se faisaient concurrence. Je ne parvenais plus à le concilier, je ne vous le voulais plus. L'écrivain chante, je crois, la littérature tenant pour moi davantage de la musique
peut-être que de la discursivité signifiante. L'écrivain chante donc depuis un lieu singulier, trouvé à tâtons et souvent par surprise, où sa voix est la plus forte, la plus claire. Le lieu où moi j'ai renouvelé le besoin d'écrire est ce moment, j'emploie le mot moment, mais c'est peut-être plus un lieu, moment, un espace-temps qui m'ont fait découvrir une forme d'espace d'une autre nature, le surgissement de peut-être ce que Blanchot appelle l'espace littéraire, qu'il qualifie aussi comme ce lieu du, je le cite, demeurer dans le mourant. Ce lieu donc où j'ai entendu ma condamnation à mort, où j'ai fait le constat de mon besoin viscéral de retrouver un lien avec le monde, de sentir les mains et les regards des autres hommes. Le lieu d'où vient ma voix est celui où, ayant touché la nudité, la pauvreté de l'être humain, peut-être, j'ai eu le sentiment profond d'appartenir à l'espèce humaine, et ainsi de me sentir charnellement semblable à tout homme qui fait l'expérience de la pauvreté, de la nudité, peut-être qu'elle s'en fois la forme. Mais ce qui m'est apparu très vite également, c'est que cet écrivain que je devenais était porté par le besoin de payer une dette. Écrire, oui, mais écrire un livre au moins qui apporterait un peu de ce que certains auteurs m'ont apporté en ce lieu du plus profond isolement. Ils sont rares les auteurs qui savent venir à vous jusqu'en ce territoire de la désolation. Revenu de cette période où je me suis cru incurable, j'étais un peu dans cet état que décrit Charlotte Delbo dans ce très beau petit livre « Spectre, mes compagnons ». Je vais vous lire un petit extrait de ce texte. Elle rentre donc de Ravensbrück, elle est à Paris, on lui offre des livres qui sont à son chevet. Lentement, à mon insu, la réalité a repris forme autour de moi. C'est d'elle-même, de sa propre pesanteur, qu'elle a repris ses contours, ses couleurs, ses significations, mais si lentement. Un jour, j'ai vu, les livres sur ma table de nuit. Quand enfin je me suis risqué à en prendre un, à l'ouvrir, à le regarder, à constater que je savais lire, il était si pauvre, ce livre, si à côté, que je l'ai remis sur sa pile. À côté, oui, tout était à côté. De quoi parlait-il ce livre, je ne sais pas. Je sais que c'était à côté des choses, à côté de la vie, à côté de l'essentiel, à côté de la vérité. Moi donc, je n'ai pas été déporté ni persécuté, mais j'avais fait l'expérience de ce profond silence, ce mutisme dont je parlais tout à l'heure, ou peut-être d'un tarissement, je ne sais pas bien le définir, de la plupart des livres dans ces situations extrêmes. Et pour ceux qui y résistaient, qui ne paraissaient pas être à côté, comme dit Delbo, j'avais une reconnaissance d'autant plus immense. Ils m'avaient accompagné, secouru là où personne ne peut vous suivre. Est-ce que ce n'était pas aussi cela, soigner? Ok? Alors soigner. Oui, mais pas comme avant. Soigner quelque chose en plus. Soigner en allant par votre voix, celle du livre, toucher là où presque personne ne sait toucher. Comme les religieux? En consolant? Non. En laissant l'autre simplement avec votre voix. Car ce qui aide, je crois, c'est la présence, la voix. Et donc, parfois, lire un livre qui tienne, qui ne soit pas à côté. Cézanne, dit-on, avait l'ambition de peindre des tableaux qui ne paraîtraient pas obscènes dans la cellule d'un condamné à mort. Seuls de tels livres, à mes yeux, écrits avec une telle ambition, me semblaient, et me semblent encore aujourd'hui, valoir, pour moi en tout cas, la peine d'être écrits, sans qu'on sache bien, jamais, bien sûr, si on atteint son improbable but. Mais écrire de tels livres, est-ce soigner? Qui sait vraiment rester seul avec un malade qu'on a condamné, avec un mourant? Qui sait ne rien faire à côté d'un désespéré? Ne rien faire? Qui sait encore soigner jusqu'en ce lieu-là, quand les gestes des soignants ont été accomplis? Et est-ce même la vocation du soignant? Je ne sais pas, et je ne répondrai pas. Chacun on le fera pour soi-même, j'imagine. La personne qui parle, en tout cas, est vraiment très bruyante. Le livre est la possibilité de parler en étant silencieux. Et c'est en tout cas ce type de livre que j'ai compris que je pouvais, que je devais écrire. Et en ce sens,
et là c'était une découverte pour moi, c'était la compréhension de ma vocation, qui m'est singulière, qui ne reniait ni le soin ni la littérature, qui les unissait peut-être, qui m'unifiait en tout cas en eux, et me faisait tendre la main aux autres, espérais-je, à tous ceux qui voulaient bien la saisir. Écrire, mais écrire pour les temps de malheur, ai-je compris en achevant mon livre Se survivre. Et par là, je crois répondre ou je crois rejoindre à ma manière l'interrogation de Hölderlin. Wozu Dichter in dürftiger Zeit, dit-il dans un poème. À quoi bon des poètes dans des temps de détresse? Voilà, je vous remercie.